Bienvenue, Hamid Diouri. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, directeur des études économiques et de la communication à InfoRisque. Avec vous, cher Hamid Diouri, on va débattre des enjeux économiques à l'aune de la régionalisation avancée. Que faudrait-il faire pour booster l'économie dans l'ensemble de nos territoires? J'ai bien dit l'ensemble de nos territoires, les 12 régions. Est-ce que ça passe par plus d'investissement, par moins de bureaucratie, par plus de justice territoriale et donc par moins d'injustice aussi sociale, le tout dans un Maroc, ou dans des Marocs plutôt, qui sont plus ou moins mondialisés dans des degrés divers. Ça me paraît important aussi d'introduire la notion de mondialisation dans le concept de régionalisation avancée. Bien sûr, ça a tout son sens. Donc on va peut-être débuter sur ce processus de régionalisation avancée. Comment peut-il booster le développement économique des territoires? Parce qu'une fois qu'on l'a dit, c'est bien, mais on le matérialise comment? On fait comment? Déjà, première chose, il faut tirer un constat aujourd'hui de la répartition géographique des entreprises marocaines. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, deux grandes régions concentrent près de 50% des entreprises. La région de Casablanca-Stade et de l'autre côté, Rabat-Kenitra Salé. À L2, elles font 50%. Et si on prend 5 régions sur les 12, ces 5 régions totalisent 80% des entreprises marocaines. Ça montre clairement qu'il y a une très grande disparité en termes de répartition géographique des entreprises. C'est-à-dire très forte concentration. Très forte concentration. Le challenge, c'est quoi? Le défi, Hamid Diouri, c'est de déconcentrer ce tissu entrepreneurial d'entreprise et de création de richesse sur l'ensemble du territoire. En fait. Mais bien sûr, il n'y a pas que les grandes métropoles aujourd'hui qui sont capables d'accueillir. On sait très bien que Casablanca est la métropole économique, qu'elle accueille la majorité des entreprises, mais il y a d'autres villes dans le Maroc. Et au contraire, il faudrait justement essayer d'étendre ce réseau d'entreprises à travers tout le Maroc. Bien, on peut faire comment? Est-ce qu'il y a des leviers? Est-ce qu'il y a une boîte à outils? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Bien sûr. Voilà, je sais pas. Alors après, c'est une question aussi d'attractivité. Il faut pouvoir offrir, les régions doivent pouvoir offrir aux investisseurs des facteurs qui puissent les attirer. Alors je citerai un exemple qui est intéressant parce que c'est un exemple aujourd'hui qui existe mais qui peut être ensuite étendu. C'est l'exemple des provinces du Sud, notamment les provinces de l'Aïoun et de Dakhla, où aujourd'hui il existe un régime fiscal spécial, il y a un régime foncier qui est très intéressant pour les investisseurs qui veulent s'implanter sur place. Il y a également d'autres avantages qui fait que il y a quand même un intérêt pour ces régions. Et puis ça se voit au niveau des chiffres. Effectivement, on ira sur le terrain fiscal, juste, mais sur la concentration des richesses, parce que c'est ça en fait, Bien sûr. Des richesses produites à l'échelle nationale. Donc 50%, vous faisiez référence à 2 régions, donc Casablanca-Stade et Rabat-Kenitra. Mais se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est l'État qui doit faire en sorte de désarticuler ces espaces, ces plateformes de création de richesses? Bien sûr, c'est son rôle, c'est le rôle de l'État. Et justement, son rôle premier, c'est de créer des pouvoirs intermédiaires, ne pas trop contrôler depuis Rabat, mais de créer des pouvoirs intermédiaires. Aujourd'hui, effectivement, il y a des présidents de région, il y a des élus régionaux, etc. Mais derrière, il y a aussi cette question de délégation de pouvoir. C'est ça qui est réellement important. Tant qu'il n'y a pas d'autonomie des régions en matière financière, etc., et qu'elles ne gèrent pas leur propre budget et qui pourront être alloués à des projets de développement spécifiques, effectivement, tout restera toujours concentré au niveau de l'État et c'est nécessairement une mauvaise chose. Mais donc déconcentration, transfert de ressources financières, c'est ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr. De Rabat à l'ensemble des régions. Est-ce que c'est aussi nécessairement que ça doit être accompagné d'attributs, de prérogatives aussi par secteur d'activité pour rendre beaucoup plus attractifs aussi des secteurs d'activité dans des territoires, c'est-à-dire clairement décliner des stratégies sectorielles à l'échelle de l'État dans les régions? Alors pour moi, il y a 2 aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est justement la gestion d'un budget, c'est-à-dire que concrètement, il y a des ressources qui peuvent être locales, et puis derrière, il y a des dépenses et des investissements qui sont aussi locaux. Donc il faut pouvoir gérer ça de manière autonome, justement, ne pas dépendre uniquement de Rabat pour savoir si le budget est équilibré, si telles choses peuvent être faites ou pas. Et par rapport au reste de votre question, effectivement, je suis complètement d'accord, il faut tenir compte des spécificités territoriales par rapport au secteur. Je citais par exemple l'exemple des provinces du Sud. Il est évident qu'elles ont tiré le meilleur profit de leur atout géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le Sud, vous avez surtout le secteur du tourisme, vous avez le secteur, tout ce qui est énergie renouvelable, éolienne, solaire. C'est normal, vous allez dans le Sud, vous avez plus de soleil, etc. C'est normal de faire ce type de projet. Et puis évidemment, il y a un secteur qui est prioritaire, qui est la pêche également, puisque l'Aïoun est également connu pour être le principal hub de poissons de toute l'Afrique. Donc voilà, je veux dire, tenir compte des atouts géographiques
d'une région donnée pour justement développer des secteurs qui vont faire sa force par la suite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait avoir une vision aussi économique désarticulée, décentralisée, et une autonomie pleine pour les régions, et à la main des présidents de région. En fait, est-ce que c'est ça? C'est se dire, voilà, parce qu'avant qu'il y ait tout type de transfert financier, transfert de compétences, transfert aussi en matière de fiscalité, on y reviendra. Ouais. Est-ce qu'il faut nécessairement aussi que chaque président de région, il a sa vision de développement économique territorial et qui doit être, voilà, et qui doit faire valoir à Rabat et prendre le dessus sur Rabat là-dessus. Oui, effectivement. Donc c'est un rapport de force aussi, de dire voilà, moi ma région, voilà ce que je priorise, voilà ce dont j'ai besoin, donc il faut m'accompagner. Donc justement, à propos de ce que vous évoquez à l'instant, je vois qu'il y a quelques jours, il y a une réunion qui a réuni le ministre de l'Intérieur et les présidents de régions par rapport aux plans de développement régionaux. Et voilà, les budgets qui avaient été présentés ne correspondaient pas nécessairement aux attentes de l'État par rapport aux développements régionaux. Est-ce qu'on ne peut pas être interpellé par cette démarche, justement? C'est intéressant. Justement. Que vous dites, parce que d'un côté, effectivement, apparemment, les budgets, les demandes, en tout cas, attentes des présidents de région étaient exponentielles. Oui. Ça, d'une part, c'est ce qu'a relevé le ministère de l'Intérieur, que le ministère de tutelle. Mais en même temps, c'est pourquoi aller voir du côté de l'État? Toujours aller voir du côté de l'État, sachant que l'investissement public, il ne permet pas aujourd'hui, ne permettrait peut-être pas aux régions de pouvoir se développer. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une démarche, une espèce de logiciel qu'il faut aussi modifier? Mais oui, complètement. Il est évident qu'on n'est pas encore dans une décentralisation totale. Je veux dire, le fait que les présidents de région soient obligés de soumettre leur budget de développement, effectivement. Mais après, si les régions étaient autonomes financièrement, elles n'auraient pas besoin de venir demander des subsides de l'État central. Si elles avaient moi, je suis gestionnaire d'une région. J'ai des ressources, j'ai des dépenses, je sais où est-ce qu'il faut que j'investisse. Évidemment que je ne vais pas dépenser plus que ce que je n'ai. Ou alors il faut prévoir également de l'endettement, etc. Mais ça, c'est une autre question. Mais voilà, c'est parce que je ne suis pas indépendant financièrement que derrière, je suis obligé de demander l'autorisation du pouvoir central. Donc pour vous, c'est tout à fait légitime qu'au stade où nous en sommes, en matière de régionalisation avancée, que les présidents de région aillent voir du côté de Rabat, du ministère de l'économie et des finances, pour avoir des budgets ou juste pour démarrer comme fonds d'amorçage, j'ai envie de dire. Je ne dis pas que c'est normal, mais en même temps, c'est parce que la situation politique fait qu'il n'y a pas d'autonomie des régions d'un point de vue financier. Voilà. Et justement, parce qu'on était sur le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, qui lui a fait une annonce il y a quelques mois en disant que les budgets des régions seront alloués à hauteur de 20 milliards de dirhams à l'horizon 2020, parce que voilà, 20 milliards, il y a à peu près 12 régions, ça fait un peu moins de 1 milliard par région. Est-ce que je crois que le Casablanca Stade a déjà atteint ce stade-là? Est-ce que déjà c'est quelque chose de conséquent pour pouvoir démarrer des plans de développement régionaux économiques selon vous, et donc quelque part aller vers une régionalisation avancée qui puisse réellement avancer, quoi? Je rappellerai, alors je mets en corrélation ces 20 milliards par rapport aux 400 milliards que la somme totale demandée aujourd'hui par les régions. Vous voyez qu'on est d'un rapport de 1 à 20. Donc bien évidemment, si vous me demandez si le montant est dans les normes, j'ai envie de dire, ça me semble faible, mais en même temps, voilà, il faut déjà régler la situation de l'autonomie des régions. L'autonomie financière des régions. Bien sûr. C'est pour vous, c'est extrêmement important de démarrer par ça? Bien sûr, oui. Sans ça, je pense qu'il est inutile de parler de décentralisation. Il y a aussi un débat, une question qui se pose, je crois qu'il avait été relevé et exprimé par Driss Ben Nima, l'ancien PDG de la RAM et ancien wali de Casablanca, qui disait attention, le plus important, la priorité doit être donnée aux régions développées déjà, plutôt que de faire dans le rééquilibrage des autres régions. Et ça voudra dire quelque part, entre guillemets, injecter beaucoup d'argent, et surtout essentiellement de l'argent public, sans forcément avoir des résultats probants. Donc, juste pour un effet de rattrapage, lui souhaiterait encourager beaucoup plus les régions qui sont d'ores et déjà développées pour déjà celles qui créent les richesses, qu'elles en créent encore un peu plus. Et ensuite, on verra pour les... Est-ce que là, il y a une dimension aussi philosophique, un point qui mérite réflexion ou pas, selon vous? Écoutez, pour moi, c'est très simple. À titre personnel, je ne partage pas cet avis pour une raison simple. C'est qu'à vouloir concentrer toutes les richesses sur quelques régions phares, et aujourd'hui on sait que c'est Casablanca, Rabat qui concentre l'essentiel des richesses du Maroc, il faut aussi tenir compte
du développement humain sur l'ensemble du territoire. Si vous concentrez toutes les richesses économiques sur 2 régions, évidemment, il va y avoir un effet de masse des gens qui vont aller vers ces 2 régions, au lieu de se répartir de manière plus équilibrée sur l'ensemble du territoire. Le Maroc, ce n'est pas que Casa et Rabat. Ou même jusqu'à Tanger ou Marrakech. Oui, mais s'il y a un arbitrage à faire aussi en matière de financièrement parlant, donc je fais quoi? Je soutiens déjà ceux qui sont développées, et qui créent de la richesse et de manière à ce qu'elles en créent beaucoup plus, parce qu'elles sont déjà dotées d'infrastructures, voilà, ou alors je dépense de l'argent là où effectivement il y a tout à faire. Que fait-on des régions défavorisées qui aujourd'hui n'ont pas d'infrastructures suffisantes? Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, vous êtes une entreprise, vous avez un marché local qui est éloigné du lieu de l'entreprise, de l'usine, si je suis une entreprise industrielle. Mon marché local est très loin. Je ne parle même pas d'un marché international. Si les routes, si les infrastructures portuaires, si les infrastructures ferroviaires ne sont pas en place, comment je fais simplement pour aller vendre ma marchandise ou mes produits? C'est impossible. Donc on va rester dans une situation où avec un sous-développement de certaines régions par rapport à d'autres, et avec des populations qui n'auront pas nécessairement un développement économique nécessaire pour trouver du travail. Donc c'est aussi ça. C'est pas simplement un enjeu économique, c'est un enjeu économique et social. Donc pour de là atteindre en fait ce niveau de croissance, ce modèle de croissance inclusive. Bien sûr. Mais est-ce que pour vous, pour autant, la question doit se poser aussi, c'est-à-dire voilà, on a des territoires, des métropoles développées qui créent de la richesse, qui sont ancrés dans la mondialisation, et d'autres territoires qui le sont beaucoup moins, où il faudra nécessairement effectivement injecter de l'argent pour rééquilibrer ces territoires-là. Mais bon, au stade où nous en sommes, pour que la régionalisation avance, pour vous, c'est d'abord les priorité doit être donnée aux territoires qui sont en tout cas, où il y a un sous-développement en matière d'infrastructure. Exactement, bien sûr. Pour moi, quand on parle de modèle de développement, c'est pas simplement les aspects économiques, croissance, qui sont en jeu, c'est aussi un modèle de développement social. Il faut qu'il soit équitable, il faut qu'il soit équilibré. Il faut penser aux personnes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de revenus pour justement consommer et donc aussi créer de la croissance, de la richesse. Et ces gens-là, pour qu'ils puissent travailler, il faut qu'il y ait des usines, il faut qu'il y ait des entreprises présentes localement. Et pour cela, il faut des infrastructures, il faut de l'investissement public, il faut de l'investissement de l'État pour l'instant, des régions plus tard, pour que justement tout ça puisse se développer. Donc pour moi, le modèle de développement, il doit être avant tout équilibré et équitable. Et sur le montage financier, parce que si on peut parler ainsi, là, je crois que j'ai un financier en face de moi, c'est quoi? Vous avez parlé d'investissement public. Aujourd'hui, toutes les études relèvent, je crois, le dernier rapport de l'OCDE, c'est rendre beaucoup plus efficace et performant l'investissement public. Oui. Voilà, donc déjà d'une part, et ça, les régions ont fait comment on peut imaginer les montages financiers pour accompagner de l'investissement dans les régions et dans les territoires, y compris les plus reculés. Est-ce que c'est à part égale État-région, secteur privé Bien sûr, tous ces montages sont possibles. Pour moi, le montage financier n'est pas un problème. Aujourd'hui, quand on parle de l'efficacité, de l'efficience des investissements publics, pour moi, c'est avant tout déjà une question de contrôle des investissements qui ont été faits a posteriori. Pour 1 dirham d'investissement qui a été investi, combien ça a permis de créer d'emplois? C'est ça Quelle que soit la nature de l'investissement, quand on sait que les infrastructures, par exemple, on est sur du long terme. Donc, bien sûr, mais indirectement, quand vous investissez 1 dirham dans des infrastructures ferroviaires, terrestres, etc., mais logiquement, derrière, ça permet aussi à des entreprises de s'implanter le long de ces infrastructures. Donc logiquement, ça crée aussi de l'emploi. Je veux dire, il y a toujours moyen de mesurer l'impact de manière indirecte, pas directement, mais de manière indirecte. Mais le focus doit être donné aujourd'hui au développement économique des territoires et ensuite le social, on le fera après. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Il n'y a pas de développement social sans développement économique. Les deux vont de pair. Donc j'accompagne l'investissement dans un territoire X où il y a une activité manufacturière par exemple, en tout cas industrielle. D'ailleurs depuis, vous avez vu le bulletin officiel, zéro nièce à zéro sur les 5 prochaines années, pour les secteurs activité industrielle, c'est ça? Oui, exactement. Sur l'ensemble du territoire? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, effectivement, qui permettra de relancer l'activité industrielle. Malheureusement, c'est vrai que c'est un secteur qui a été délaissé ces dernières années au profit d'autres secteurs, la promotion immobilière notamment, le BTP.
Aujourd'hui, on se rend compte voilà, que ces deux secteurs sont en crise. On a besoin d'industrie, clairement, pour créer des emplois. Et c'est une très bonne façon de le faire, effectivement, à travers cette exonération fiscale. Mais pour vous, le secteur industriel, c'est toute la dynamique industrielle que connaît le pays depuis quelques années, avec sous la houlette un petit peu du plan d'accélération industrielle, peut avoir un effet, un impact sur des territoires ruraux, des territoires beaucoup moins développés, beaucoup moins attractifs aujourd'hui. C'est le secteur par excellence, j'ai envie de dire, le secteur industriel. Aujourd'hui, il faut tenir compte d'un constat, c'est qu'on est fortement dépendant au niveau croissance économique de l'agriculture. Les secteurs des services, effectivement, c'est dans les pays industrialisés, c'est plus de 60-70% du PIB. Nous, il faut se focaliser davantage sur l'industrie. Aujourd'hui, c'est ça notre véritable avantage, je pense. C'est de se focaliser sur des industries textiles, industries transformation. Dans les régions, avec les écosystèmes dans les régions. Bien entendu, bien entendu. D'ailleurs, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est quoi? C'est tous les secteurs mondiaux du Maroc, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, le textile. Voilà, ce sont des industries, ça crée énormément d'emplois. On crée des écosystèmes du petit sous-traitant jusqu'au constructeur mondial. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des territoires qui peuvent accueillir ce type d'entreprise, ce type d'activité voilà. C'est justement l'objectif. Est-ce qu'on peut être aussi compétitif? Parce que je rappelle qu'on est dans la mondialisation et que ces territoires, lorsqu'il y aura un rééquilibrage, ils seront en plein fer dans la mondialisation, donc dans la compétition. Et donc du coup, il faudra être compétitif au niveau salarial, au niveau coût du travail, au niveau énergie. Voilà. Est-ce que tous ces enjeux-là aussi doivent être aussi pris en considération dans la démocratisation économique des territoires? C'est très important, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement avait proposé, notamment dans la charte de l'investissement, donc on attend toujours que ces aspects-là soient entièrement validés, mais il était prévu la constitution d'une zone franche par région. Justement. Ce qui permettrait justement aux entreprises qui sont dans ces zones franches de bénéficier davantage, qui les rendront plus compétitives par la suite dans leurs coûts de production, puisqu'elles ne paieront pas d'IS, elles ne paieront pas d'IR, elles auront un certain nombre d'avantages qui leur permettront de vendre moins cher. Et vis-à-vis de l'informel aussi, est-ce que ça peut permettre tout ça un petit peu de réduire aussi l'informel, parce qu'il y a la partie formelle, la partie informelle aussi en matière d'activité économique aussi, donc est-ce que c'est un enjeu Oui, aussi? mais là, c'est un autre enjeu, l'informel. Les zones franches, à la rigueur, ça ne concerne moins l'informel. L'informel, c'est déjà une question économique, c'est aussi une question sociale, c'est une question fiscale, parce que la plupart des entrepreneurs, entre guillemets, qui travaillent dans l'informel, c'est parce qu'ils considèrent que les impôts sont trop élevés, ces entrepreneurs ne souhaitent pas justement rentrer dans le circuit légal, quitte à travailler dans l'ombre. Mais bon, voilà, c'est un choix. Maintenant, traiter l'informel, c'est une autre question, effectivement. Et dans l'accompagnement du développement économique des territoires, il y a une idée qui avait été exprimée il y a quelques années, qui pourrait peut-être d'ailleurs revenir au goût du jour, mais avoir votre point de vue là-dessus, améliorer sur un SMIC régional. Parce qu'il y a la dimension fiscale pour rendre attractifs les territoires, mais il y a aussi la dimension aussi attractive et compétitive du salaire et des revenus. Est-ce que dans cette dynamique de régionalisation avancée, de modèles de développement économique régionaux, l'idée d'instaurer un SMIC régional a du sens pour vous? À mon sens, non. Ça n'a pas vraiment de sens. Un SMIC, pour moi, il doit être national. Pour une raison très simple. Finalement, si on crée des SMIC régionaux, on crée des compétitions entre les régions. Celui qui a non, c'est pas mal de créer. On veut développer toutes les régions. On veut pas qu'une région qui va casser. On veut pas, par exemple, d'un paradis fiscal qui va vous casser les taxations, zéro taxation, SMIC le plus bas possible pour attirer toutes les entreprises du pays. On n'a pas envie je pense pas que ce soit le modèle de développement qu'on souhaite. On veut un modèle équilibré, réparti, de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, et pas une région qui va dominer toutes les autres parce qu'elle aura mis en place une politique fiscale qui sera beaucoup plus avantageuse que les autres. Non, mais dans la perspective aussi où certains économistes plus ou moins avertis en tout cas, à mon sens, disent voilà, on a une des pressions fiscales les plus élevées de la région. On a un SMIC, et vous êtes mieux placé que moi, Amin Diouri, pour le savoir qu'on n'est pas forcément très compétitif aujourd'hui, nous, au niveau du Maroc, par rapport à des pays, ne serait-ce que des pays européens comme la Pologne, la Slovénie, l'Estonie et autres. Donc, c'est-à-dire, voilà, dans cette dynamique de régionalisation avancée, il n'y a pas de mal aussi à recalibrer aussi tout ce qui est coût du travail. Oui, mais n'oublions pas une chose, vous en avez parlé en introduction, ce qui est important, ce n'est pas le Made in région, c'est pas le Made in Casablanca, c'est le Made in Marocco.
Et pour moi, c'est ça qu'il faut voir, c'est que toutes les régions puissent avoir des entreprises performantes qui leur permettent par la suite d'exporter, quitte après à se spécialiser. Effectivement, la spécialisation empêche justement cette concurrence entre régions, mais créer de la compétition entre les régions sur une question de charge salariale, à mon avis, c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi Ça va créer par rapport à l'individu, par rapport à l'humain, par rapport au modèle social, ça va créer des distorsions entre les régions. On veut que toutes les régions puissent se développer de manière. On veut pas qu'une région reste à l'écart du développement du Maroc. Toutes les régions doivent se développer. Mais créer cette compétition entre régions, ça nous amènera nulle part. C'est le Made in Morocco qui doit être performant. C'est la compétitivité des entreprises marocaines dans son ensemble qui doit être portée. Si on veut être en compétition dans la cour des grands et arriver effectivement à pouvoir titiller aussi les grands de ce monde, est-ce que c'est pas intéressant et important, voire obligatoire, quelque part, d'avoir déjà une compétition en interne? Comme ça, déjà, on s'est déjà challengé en interne. Et donc, du coup, on peut prétendre aussi à partir un petit peu à la conquête des marchés internationaux. Je ne sais pas, ça a du sens, pas de sens ce que je dis? Non. À mon sens, non, à mon sens, non. Parce que si c'est pour créer du dégât, affaiblir les entreprises, ou créer au contraire concentrer des entreprises pour qu'elles soient encore plus puissantes pour pouvoir. Bon, l'idée, c'est quand même qu'on puisse créer un maximum d'entreprises viables, qui puissent grandir, qui puissent être performantes à l'export. Le fait qu'elles s'entretuent sur le marché local, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il faut le rappeler. La concurrence est mortelle. C'est le marché monde. La concurrence territoriale ou la concurrence entre entreprises peut être mortelle pour l'économie, pour l'économie régionale, pour l'économie locale, en tout cas, elle ne va pas dans le sens, pour moi, d'un développement harmonieux. On n'est pas dans le sens d'un développement harmonieux. Tenir compte des disparités régionales, etc., c'est dire telle région a certaines caractéristiques qui fait que certains secteurs seront mieux développés dans cette région que d'autres. Et donc, c'est de créer justement des régions avec des pôles de compétitivité, avec des entreprises hyper performantes qui seront prêtes à affronter le monde. Pas des entreprises qui vont affronter d'autres entreprises qui font la même chose dans une autre région. C'est ça l'idée. Mais d'avoir de plus en plus de régions fortes, c'est aussi les mettre un petit peu en compétition, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas. Leur dire, voilà, regardez, écoutez, Casablanca, ce qu'ils font, ils sont bien. Tanger aussi, à nous d'être. C'est peut-être comme ça qu'on développe aussi une forme de patriotisme économique. Le patriotisme économique, ça aussi, je me méfie toujours de cette notion de patriotisme. On est dans un monde, l'économie, on est dans un monde capitaliste. La patrie, c'est une chose, mais elle n'a rien à voir dans l'économie pour moi. On est économiquement parlant, on doit pouvoir être fort pour affronter le monde. Mais parler de patriotisme économique, ça me fait toujours un peu peur. Ahmed Halimi, au commissaire au plan, a fait une sortie, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours. Oui, bien sûr. Lui, il parle de nationalisme économique. Il appelle au nationalisme économique. D'un côté, il dit attention, peut-être on y reviendra si on a le temps, Amidiouri, sur arrêtons d'être suspendus au FMI et à ses velléités et à ses attentes dans la gestion des déficits, mais de l'autre côté, et puis aussi j'appelle aussi les décideurs, ceux qui sont aux commandes, à plus de nationalisme économique. Si j'étais déjà peu favorable à la notion de patriotisme économique, vous doutez bien que je suis encore moins favorable à la notion de nationalisme. Le Maroc est un pays aujourd'hui ouvert sur le monde. On cherche à exporter notre savoir-faire dans énormément de domaines. Il est évident que ce n'est pas en se refermant sur soi-même, et encore plus d'un point de vue économique, qu'on va montrer ce qu'est le Maroc aujourd'hui. Je me méfie de cette notion. Je ne sais pas ce que cache cette définition de nationalisme économique, mais pour moi, la notion de nationalisme de manière générale, mais encore plus nationalisme économique, pour moi, c'est pas nécessairement les termes les plus appropriés. Et pour rendre plus attractifs aussi les territoires, qui a un sentiment aussi de fierté en termes d'appartenance au territoire, c'est aussi, les sociologues disent que c'est aussi un élément important. Bien sûr, donc, je comprends, bien sûr, c'est important. Je suis d'Oujda, je suis Oujdi, donc j'ai aussi comme fierté d'investir dans ma région. Bien sûr. Ou Rbati, ou Casablanca, tout à fait. Ça, je comprends parfaitement. Par exemple, je comprends parfaitement cette notion de fierté régionale. Évidemment, on appartient tous à une ville, on appartient à une région, on est fier de cette région. Il est normal que ce soit la même chose pour une entreprise. Mais après, aller jusqu'à la notion de nationalisme,
Je m'arrêterai, je n'irai pas jusque-là. C'est pas votre tasse de thé. Non. C'est ce qu'on peut dire. Non. Il y a aussi dans le dernier récent rapport de l'OCDE, il y a quelque chose qui m'a interpellé à Mindiori, c'est qu'il préconise la mise en place d'un organe central pour piloter cette régionalisation économique et régionalisation avancée d'un point de vue économique, une espèce de mini-ministère dynamique. Est-ce que pour vous, ça pourrait, est-ce que c'est recentraliser les choses ou ça peut être aussi pertinent comme option pour le pilotage économique du développement des régions? Est-ce que ça pourrait être aussi intéressant? Non, je pense que ça ne me choque pas en tout cas que dans la mise en place de cette régionalisation, l'opérationnalisation de cette régionalisation, c'est normal que l'État ait encore son mot à dire sur le process qui va être mis en place. Qu'un comité de pilotage soit mis en place, ça me choque. Le comité interministériel, par exemple, qui regroupe plusieurs ministères aussi. Bien sûr, ça a du sens. Ça a du sens dans le sens où ça apporte de la coordination, ça apporte justement d'éviter que ça aille un peu dans tous les sens. Au contraire, c'est une très bonne chose. Mais le résultat final, c'est d'arriver à une autonomie partielle ou importante des régions, et notamment en termes d'autonomie financière. D'accord, donc ça passera nécessairement aussi par le développement en matière d'investissement, de partenariat public, bien sûr, public-privé. Public-privé, État-région, je veux dire... En France, les régions ont aussi la possibilité de s'endetter sur les marchés. Demain, on peut très bien envisager qu'une région marocaine, pour un développement spécifique, un investissement spécifique, puisse aussi s'endetter. Ça a commencé chez nous avec la ville de Casablanca, qui avait contracté un emprunt de milliards de dirhams. Donc, est-ce que c'est ça aussi vers quoi on se dirige aussi? On a une conjoncture, on avait fait un débat ensemble aussi sur la notion d'endettement aussi au niveau du pays qui doit être géré, parce que l'argent coûte de plus en plus cher emprunté. Donc là, est-ce qu'effectivement, il faut aller aussi vers cette voie-là? À l'instar de ce qui se fait un petit peu dans le monde, c'est les régions aussi qui ont des projets, qui ont un fonds d'amorçage financier, un montage avec le soutien de l'État et qui sollicitent les marchés internationaux. Je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Oui, à terme, j'espère que c'est à ça qu'on ira. Les régions ont besoin de... On parle depuis tout à l'heure de développement harmonieux régional. C'est aussi que les présidents de région, les élus régionaux, ils ont une meilleure connaissance des besoins locaux. Et c'est vers ça, à mon avis, il faut une autonomie financière totale. En tout cas, une ouverture aussi sur l'emprunt, sur l'endettement, et voilà. C'est des outils, effectivement. L'État peut-être par la suite centraliser tous les besoins supplémentaires d'endettement. C'est à voir, mais ça ne me choquerait pas d'apprendre qu'une région s'endette pour un projet d'investissement. Et là, il faudra nécessairement aussi communiquer, parce qu'on l'a pas toujours fait là, pour l'instant, de parler du citoyen, parce que l'apport pour le citoyen, qui est le développement économique et régionaux, le politique, le président de région qui se doit aussi d'expliquer aux citoyens ce qui est fait dans sa région, pourquoi c'est fait, s'il y a des impôts nouveaux demain, lui dire le pourquoi du comment. On va rentrer aussi dans une nouvelle ère aussi de rapport entre élus et électeurs, entre citoyens, entre administration et administrés, et aussi sur cette notion aussi de développement des territoires. C'est aussi de l'argent qui est engagé par l'État ou par les collectivités territoriales, mais qui a un coût aussi pour le contribuable. Est-ce que c'est ce modèle-là aussi vers lequel on tend? Bien sûr. Derrière l'économie, derrière le social, il y a évidemment cette relation qui est hyper importante de politique entre l'administré et ses dirigeants les plus proches qui seront à ce moment-là les présidents de région. Évidemment. Et ça permettra aussi aux citoyens d'être plus engagés, d'être plus proches des décisions qui vont être prises, parce que ce n'est pas le pouvoir central qui va décider d'aménager une petite rue dans son quartier, c'est la région qui va s'engager par rapport à des besoins qu'il aura identifiés. C'est important pour le citoyen de savoir ça. Et évidemment, le citoyen sera évidemment plus demandeur, sera plus exigeant par rapport aux résultats qui devra être apporté, parce que c'est son argent qui finalement va permettre de financer tout cet investissement. C'est son argent qui est dépensé en fait, en tout cas qui est collecté via l'impôt. Oui, bien sûr. Direct ou indirect. Et là, si on est sur la fiscalité aussi, oui. Modèle fiscal régional, est-ce que ça a du sens aussi? Fiscalité, vous étiez opposé tout à l'heure à la mise en place d'un SMIC régional, un salaire minimum. Oui. Vous l'avez clairement, vous avez été très explicite là-dessus, Mindiori, et sur la fiscalité régionale. Se dire, par rapport à des territoires donnés, il est nécessaire aussi d'avoir une fiscalité à la carte. Est-ce que pour vous, c'est la bonne approche ou pas? Alors, pour atteindre une équité territoriale, faut-il passer par une équité fiscale en clair? Ou pas? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça existe dans le monde, en tout cas, les compétitions entre villes, entre régions, en termes fiscaux, ça existe, bien entendu. Maintenant, effectivement,
Aujourd'hui, ça existe. On va voir dans les provinces du Sud, tout simplement. Vous allez à Dakhla, Laayoune. Les entreprises qui sont implantées là-bas, elles bénéficient d'exonérations d'IS, d'IR, d'impôts locaux. Elles ont des avantages sur le foncier, justement, avec des prix très compétitifs. Maintenant, l'idée, si on veut... La question qui se pose, c'est pas tant la question... En fait, l'avantage, pour moi, la question la question fiscale, elle se pose uniquement dans le cadre du financement des investissements. C'est-à-dire que si, par exemple, ma région a l'objectif de financer énormément d'investissements et que mes ressources aujourd'hui sont limitées, il va falloir effectivement que j'augmente mes ressources. Et là, le levier fiscal est important. Maintenant, si l'idée, c'est de mettre en compétition les régions les unes envers les autres, comme pour la question du SMIC régional, effectivement, mon avis est très mesuré par rapport à ça. L'idée, c'est ne pas de mettre en compétition des régions les unes avec les autres. L'idée, c'est toujours de développer des pôles d'excellence régionaux pour des secteurs d'activité bien définis. Les provinces du Sud, ça va être les énergies renouvelables, etc. Ça va être la Là où pêche. il y a des exonérations, mais pour développer les territoires, est-ce qu'il faudra nécessairement que l'État fasse le deuil de recettes fiscales pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans sur X territoires? Est-ce que c'est ça aussi le challenge, le pari qui doit être fait dans cette dimension aussi de je veux développer mes territoires, je veux me donner les moyens de développer mes territoires, mais je n'ai pas forcément moi les moyens en tant qu'État de pouvoir financer le développement des territoires. Par contre, je suis prêt aussi à faire le deuil de recettes fiscales pendant 2, 3, 4, 5 ans. Oui, mais alors Et dans pas ce que cas, sur le secteur industriel. Mais alors dans ce cas, comment je développe mes régions si déjà je fais une croix sur une partie de mes revenus? Ça me semble très difficile. Oui, développement régional, c'est une chose, mais c'est pour développer les régions, il faut des investissements, il faut des infrastructures, déjà, pour commencer. Pour financer ces infrastructures, il faut de l'argent. Si vous commencez à couper les recettes, vous n'allez pas aller très loin. Donc, à mon avis, non. Au démarrage, il ne faut surtout pas couper aux recettes. Il ne faut surtout pas toucher aux recettes fiscales. Au contraire, il faut avoir suffisamment de recettes, suffisamment de ressources financières pour pouvoir financer ce qui doit être fait. Mais l'impôt, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a eu aussi l'élargissement, on dit qu'il n'y a pas suffisamment de citoyenneté fiscale, parce que la citoyenneté, elle a aussi une dimension fiscale, de payer ses impôts, et ça concerne l'entreprise, ça concerne le particulier, ça concerne un peu tout le monde. Et il y a peut-être des régions aussi où il faudra nécessairement réhabituer ou habituer les personnes, y compris les entreprises, à payer l'impôt. Mais ça, je veux dire, c'est une obligation citoyenne. Payer l'impôt, ça, je veux dire, on peut pas y échapper. Chaque citoyen, par rapport aux revenus qu'il a générés, il est obligé de le payer. Il est anormal aujourd'hui qu'une partie de la population ou des entreprises ne rentrent pas dans ce cadre fiscal. Oui, ou les particuliers, je parle bien aussi des particuliers. Oui, bien sûr, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Est-ce que vous connaissez, vous, un territoire, un pays dans le monde, des régions, des continents, des blocs régionaux qui se sont développés sans le financement par l'impôt du citoyen? Ça me semble très difficile. Je vois pas d'exemple. Non. Une région a besoin d'argent, a besoin de recettes fiscales, pour être clair, des recettes locales. Donc voilà, soit vous sabrez dans ces recettes fiscales, et dans ce cas, vous comptez encore sur l'aide de l'État, les subventions de l'État, et dans ce cas, la régionalisation n'a plus vraiment beaucoup de sens. Si on dépend de l'aide de l'État pour se développer, on reste dans ce système central. Et compter sur l'aide des régions les plus riches qui viendraient aider et soutenir les régions les plus pauvres ou les plus démunies, est-ce que pour vous ça a du sens aussi? Est-ce que ça a plus de sens? Pourquoi pas, mais... Parce que c'est un peu le cas aujourd'hui, on dit qu'une partie de la TVA collectée à Casablanca est redistribuée dans d'autres régions aussi, en termes de pour le financement, voilà, pour les budgets. Donc, pourquoi pas, mais aujourd'hui, la question, tout ça se fait parce qu'il y a aujourd'hui un problème d'autonomie financière, parce qu'il y a un problème de ressources financières. Le jour où cette question sera réglée, bien évidemment, chaque région voudra garder les recettes, les recettes qu'elle aura générées pour son développement pour son développement personnel, c'est normal. Et vous, pour l'avenir, en tant qu'économiste, financier de formation, je crois savoir, oui. Est-ce que le regard analytique que vous portez sur le déroulé de cette dynamique, processus de régionalisation avancée, pour le développement de l'ensemble des territoires, en sachant que tout doit fusionner aussi, me semble-t-il, pour la création de nouveaux modèles de développement. Est-ce que là on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce que les choses, l'approche institutionnelle est bonne pour ce développement économique régional, selon vous, au stade où nous en sommes aujourd'hui? En tout cas, elle est nécessaire. Parler de modèle de développement sur un modèle centralisé tel qu'il existait jusqu'à présent,
Je pense que c'est un modèle, de toute façon tout le monde le constate, c'est un modèle qui a fait son temps, donc c'est pour ça qu'on réfléchit à un nouveau modèle. Je pense que la région a une place centrale aujourd'hui dans ce modèle de développement. Si moi je vous dis plutôt que les limites qu'a atteint notre nouveau modèle de développement, enfin l'ancien modèle de développement, celui qui est toujours d'actualité, c'est peut-être dû aussi aux régions qui ne se sont pas développées et qu'il y a eu un espèce de cri d'alarme, d'SOS aussi en disant voilà, il faut revoir tout ça, il faut tout remettre sur la table. C'est remettre sur la table notre modèle de développement parce que dans les régions ça ne marche pas. Oui, mais parce que c'est ça qui est à l'origine d'eux, ces régions qui étaient peut-être éloignées de la mondialisation, c'est peut-être régions où des citoyens avaient les mêmes attentes, mais pas forcément, n'avaient pas forcément les mêmes réponses. Et donc du coup, il y a eu toute une émulation qui s'est exprimée, qui fait qu'aujourd'hui on s'est dit voilà, notre modèle de développement, il faut le revoir et il faut y intégrer nécessairement le modèle économique régional. Un chiffre simplement qui résumera ma pensée, 80%. 80% d'entreprises dans 5 régions. Ça veut dire qu'il y a 7 régions qui vont se partager 20% des entreprises restantes. C'est très faible. On ne peut pas envisager un développement harmonieux, on ne peut pas avoir un développement économique harmonieux sans que l'ensemble des régions du Maroc puissent y contribuer de manière équitable. J'aime bien votre caricature sur le gâteau. En plus, moi, je suis gourmand aussi, certainement comme vous. Mais on fait quoi? On garde le même gâteau, on partage les parts à parts égales, plus ou moins, ou on fabrique un gâteau beaucoup plus important? Oui, et peut-être avec d'autres parfums, plutôt que d'avoir un gâteau aux fruits, d'avoir des gâteaux à d'autres, au chocolat ou autre. Voilà, tout en restant un peu dans la caricature. Déjà, c'est d'avoir... Je reste pas sur le même gâteau, ou je reste sur le même gâteau, et je revois les parts. Alors déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir un gâteau, même en restant sur la même partition de gâteau, c'est déjà d'avoir des parts un peu plus équilibrées de part et d'autre. C'est pas, il y en a un qui a une très grosse part et les autres se partagent une part très minime. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, évidemment, on peut construire un gâteau beaucoup plus gros. C'est ça l'objectif. C'est ça l'idée du modèle de développement, c'est qu'à terme, on puisse avoir, chaque région ait une part plus grosse et plus équilibrée de ce gâteau. Ben on finira là-dessus, sur nos gourmandises, c'est ça? Oui. D'ailleurs, je vais aller manger tout de suite. Mais bon appétit en tout cas à vous. Amine Diouri, merci une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes directeur des études économiques et de la communication chez Inforisque. Et donc je vous souhaite bon appétit. Merci. Et surtout une bonne journée. Merci, bonne journée à vous.